Je suis particulièrement content parce que, lors d'un attriste de nos plaisirs, Illyria me dit qu'elle a refusé 200 places. Je l'attribue au fait qu'il fait froid dehors, je l'attribue au talent d'Alain Carré. Mais en y réfléchissant un peu, ce succès me touche parce que ça signifie qu'ici à Genève, on a le goût du théâtre, on a le goût du savoir inutile, et que vous trouvez moyen de venir, certains parce que leur emploi a été menacé, mais d'autres spontanément, et uniquement pour entendre l'évocation d'un procès du 19e siècle, un procès littéraire. Et c'est d'autant plus remarquable à Genève que vous savez que nous sommes dans le tourbillon du vent méphitique de Calvin, que nous sommes aussi héritiers innocents, mais lourds, de Jean-Jacques Rousseau, dont on fête ici le 300 centenaire. Et je vous rappelle qu'il avait en détestation le spectacle, que son premier discours, qui lui vaudra le premier prix de l'Académie de Dijon, consistait à soutenir que l'art, les lettres, corrompent les mœurs. Et puis dans sa lettre à d'Alembert sur les spectacles, il reviendra sur ce sujet en disant qu'il ne faut pas aimer la comédie, parce qu'elle ne fait pas naître la compassion, mais le rire, et le ridicule n'enseigne guère. Et il ne faut pas non plus aimer la tragédie, parce qu'elle n'est pas la vie vraie, et que tout ce qui est de l'art est de l'ordre de l'artifice, et qui contrarie donc profondément la nature. Et avec ces deux ancêtres calamiteux, il se trouve encore 200 personnes pour pouvoir venir au théâtre. Mesdames et messieurs, pourquoi ce procès du 19e ? Et surtout, puisque nous savons que les modernes n'ont de goût que la modernité, qu'ils ont ceci de singulier, qu'ils pensent que l'immédiateté du temps est tout le temps, que la plupart, et je vous accepte bien sûr, ignorent tout du passé parce qu'ils sont incultes, que la plupart n'ont même pas l'espérance de l'avenir, qui sont donc dans l'immédiateté de maintenant, faut-il leur dire que le procès que j'évoque a un rattachement avec la modernité? Est-ce que rendre un sujet séduisant, c'est dire qu'il est pour partie ou qu'il pourrait être moderne? Je pense que c'est ainsi. Vous savez, on peut écrire une histoire, et on l'a écrite, des poètes en prison. De Villon à Rudebeuf, à Chénier, bien sûr. Et pour être plus contemporain, pensez à Desnos, à Robert Brasillac, à Jean Genet, tant d'autres encore. Au point qu'il y a des anthologies de la poésie carcérale. Et on a pu soutenir que la poésie carcérale, c'était les chants les plus beaux. Que lorsque précisément la liberté est menacée, atteinte, lorsque la mort est promise, quelque chose d'exceptionnel fait que l'homme donne une mesure poétique. C'est si vrai qu'il y a une parfaite allégorie de l'Antiquité sur ça, c'est le taureau de Phalaris. Vous vous souvenez, au public cultivé, que Phalaris était un tyran sicilien qui aimait les arts. Et il avait conçu un immense taureau d'airain vide dans lequel il plaçait les troubadours, les aèdes. Et puis il faisait chauffer le taureau. Entre la vacuité du monstre d'airain et les cris de douleur, il y avait une résonance qui flattait ses oreilles. Et de même que Néron fait brûler Rome par esthétique, Phalaris voulait qu'on hurlât dans le taureau d'airain. C'était un chant de mésange. Il y a donc une allégorie de la poésie carcérale. Il y a aussi une histoire qui peut être écrite, des livres brûlés, des livres envoyés au pilon, des autodafés. Elle a été écrite. Et on pourrait aussi imaginer une histoire des livres censurés. On croit que la censure, c'était d'antan. Et puisque nous parlons du 19e siècle, on pense que la censure, c'est le bête 19e siècle, comme disait injustement Léon Daudet. Mais de Rudebeuf à Villon, là aussi. Mais pour ne pas de Chénier encore. Mais les livres censurés, songez que Molière a été censuré, songez que La Fontaine a été censuré, que Voltaire a été censuré, que Rousseau, à juste titre, a été censuré. Et pour parler un peu de la modernité, pour que vous soyez convaincus que nous ne parlons pas d'étrangeté d'antan, le XXe siècle qui a vu naître la plupart d'entre vous, j'accepte les femmes dont la jeunesse ne permet pas cette référence, mais le XXe siècle donc, qui est mon siècle, mon siècle de naissance, a connu la censure. Je vous rappelle que Sade a été publié pour la première fois par Pauvert en 1956
et que toute l'édition de Sade, et pas simplement Les Infortunes de la Vertu, ou Juliette, toute l'édition de Sade a été condamnée au pilon. Et alors j'ai, dans ma bibliothèque, mais parce que le livre n'est pas particulièrement précieux, la défense qu'à l'époque Garçon avait faite de la liberté d'expression. Garçon était un immense avocat français de l'époque, un talent inouï, en tout cas reconnu comme tel. Je lis sa plaidoirie d'abord. Je souffre parce que c'est une plaidoirie écrite, et nous aurons ce même problème tout à l'heure avec Chez d'Estanges, donc ce n'est pas une plaidoirie de souffle. Mais je trouve que ce qu'il y développe est, au regard de nos valeurs, de notre axiologie, d'une incroyable banalité. Il se pose avec réticence la question de savoir si l'artiste devrait bénéficier d'une loi supérieure, mieux, s'il devait ne pas dépendre des lois, parce que précisément l'artiste est fait pour déroger à la règle commune. Et cet argument de la supériorité ou de l'extranéité de l'artiste, c'est un des arguments auxquels Baudelaire tiendra, qu'il demandera à son avocat de plaider, et que celui-ci, trop bourgeois, trop pleutre, trop respectueux des juges, a renoncé à plaider. Mais nous y viendrons parce que c'est un argument qui m'exalte, cette manière de dire, il y a une double morale. La morale pratique qui s'impose à tout le monde, et la morale des arts. Il y a deux libertés. Il y a la liberté du génie et la liberté des polissons. Et ce n'est pas la même liberté. Cette vision à la Raskolnikov de cette différence entre les êtres supérieurs et la fultitude qui justifierait qu'aux êtres supérieurs, on n'appliqua pas la loi qui est faite pour la fultitude et pas pour les êtres supérieurs. Alors, modernité de ce procès. Je vous disais, Sade a été censuré. Histoire d'eau de Pauline Réage a été censurée il y a quelques 30 ans. Et songez comme les choses changent. Et vous savez qu'à plusieurs millions se vendent aujourd'hui les nuances de grès qui met, paraît-il, l'essence des femmes entre deux eaux et entre deux âges dans un état d'incandescence. C'est infiniment plus lourd qu'Histoire d'eau, et ça n'a même pas la légèreté de la beauté du style. Aujourd'hui, c'est vendu, je crois même à la FNAC, pas sous le manteau. Pauline Réage, il y a 30 ans, était censurée. Et les exemples de censure, Miller, Les jours tranquilles à Clichy, ou encore Sexus, ont été censurés. Les larmes d'Eros de Bataille ont été censurées. Nous parlons d'il y a 50 ans. On ne parle pas des temps reculés. Alors la thèse qui sous-tend ce que j'ai à vous dire est ceci, c'est qu'on a eu raison de comparer soudainement la censure à Anastasie. On ne sait pas très bien d'où vient ce personnage, mais il apparaît dans des caricaturistes mineurs, Gilles ou Le Petit, au XIXe siècle, une sorte de rodogune, aigre, acariâtre, avec de vastes ciseaux. Et tout le monde se perd en conjecture pour savoir d'où vient ce personnage que la mythologie ne sacre et ne consacre d'aucune manière. Je pense que certains pourraient retenir que l'étymon, qu'il soit grec ou qu'il soit latin, nous renseigne comme toujours. Il y a dans Anastasie l'idée de la résurrection. Et alors, pourquoi je dis ça? Parce que la censure, on la croit morte, on la croit jugulée, on la croit rejetée. Et puis elle réapparaît d'une autre manière. Elle n'en finit pas de renaître. Alors je disais Anastasie, je pourrais dire l'hydre de Lerne. Sauf erreur, le 12e des travaux d'Hercule, avant que celui-ci ne s'effondrât au pied d'Omphale. Il en va ainsi toujours, les héros finissent toujours mal au pied d'une femme. Enfin, cela est un autre sujet. Anastasie ou l'hydre de Lerne, pourquoi? Parce que hier ou avant-hier, la censure était politique. C'est le pouvoir. Ou alors elle était religieuse. Souvenez-vous de l'index qui a duré 400 ans, où il y a l'index catholique, où il y a de très notables présences. Elle était parfois académique. Je vous rappelle la querelle, par exemple, de Rabelais de la Sorbonne. Ou alors, pour être plus contemporain, Nizan pouvait écrire en 1960 encore les chiens de garde. Les chiens de garde étant les mandarins, qui avaient une orthodoxie de la pensée. Donc elle était politique, religieuse, académique. Mais elle n'est ni de droite, ni de gauche. On considère généralement que les dictatures, les systèmes totalitaires pratiquent la censure. C'est vrai. Chez eux, elle est organisée, explicite, lourde. Mais
La censure appartient aussi aux démocraties, parce que la dictature du nombre, qui est une appréciation possible de la démocratie, est aussi compatible avec les livres que l'on brûle et les livres que l'on interdit. Alors si dans les systèmes totalitaires, la censure est officielle organisée, chez nous, elle est diffuse. Elle ne porte plus tout à fait sur la même matière. Mais Tocqueville, réfléchissant sur la démocratie en Amérique, constatait déjà que l'on peut, par le nombre vertueux, arriver exactement aux mêmes interdits que par l'arrêt des autocrates ou des dictateurs. Alors, mesdames et messieurs, avant d'aborder le propre du procès, mais parce que, autour ou en creux des histoires que je vous raconte, passées, il y a un vrai débat, celui de la censure, donc de l'état de nos sensibilités, de nos mœurs, mais surtout celui de la liberté et du principe de ses limites. Et ce que chez Destange, l'avocat de Baudelaire, n'a pas su plaider, mais peut-être c'est une réflexion qui vient plus facilement aux modernes qu'au milieu du XIXe siècle. Comment concevoir que la liberté ait des limites? Est-ce que la limite est la condition du principe? Est-ce qu'il faut une frontière pour qu'un principe soit? Est-ce qu'au bout de cette logique, est-ce qu'il faut soutenir que ce qui fait le principe, c'est ceux qui le cantonnent, le bornent, donc ceux qui le nient? Et vous arrivez à ce paradoxe tout à fait épuisant pour vos cervelles bien faites et vos foisonnements neuronaux, c'est-à-dire que nous tenons à ce qui n'est que parce qu'il est nié. Je vois que quelques-uns me suivent sans vertige particulier, cela me va. Alors, mesdames et messieurs, ça pose le problème, la grande question de la liberté et de ses limites. Or, ces limites, elles sont constantes, leur contenu varie. Il y a quelques années, je crois que c'est Ferry qui a écrit un livre qui s'appelle L'Homme-Dieu. Et dans ce livre, L'Homme-Dieu, il développait l'idée que le besoin de sacré est constant. Le contenu du sacré varie. Mais notre aptitude, notre désir psychique de transcendance, pour faire court, est un désir presque linéaire. Alors, les modernes ont profané le sacré pour sacraliser le profane, mais ils sont toujours dans une fonction de sacralité. Et je dirais la même chose du tabou. On arriverait à la constatation que nos psychologies, nos armatures, nos structures psychiques requièrent le tabou comme la limite, l'indicible, le non dépassable, le non formulable, parce que c'est précisément cette frontière qui fait le territoire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le contenu du tabou n'est plus religieux. Procès de Baudelaire, je vous le rappelle, ou je vous l'indique, il a été déféré devant la correctionnelle pour atteinte aux bonnes mœurs et à la morale publique. On pourrait trouver l'équivalent, mais principalement pour atteinte à la morale religieuse. Naturellement, aujourd'hui, la morale religieuse est peut-être fichée à la profondeur d'un trésor chez certains d'entre vous, mais elle n'est plus une référence, et en tout cas plus un critère ni un impératif social. Alors, il y a ces équivalences. Mais ce qui était hier morale religieuse, et qui était le tabou sur lequel le Créateur butait, quel en est l'avatar d'aujourd'hui? Bien sûr, vous le savez, la bien-pensance. Notre bien-pensance. Ce que la majorité d'entre nous, d'entre vous peut-être, d'entre eux en tout cas, pensent. Cette vulgaté, ce corpus de pensées molles, de valeurs layettes, roses bonbons, j'allais dire de valeurs féminines, mais pour les exalter. Ce que la plupart de nos contemporains pensent est devenu l'obligation de penser. On peut aujourd'hui s'en prendre aux dieux, antiques sans doute, les nôtres probablement, ceux de l'étranger il faut être plus attentif, mais on peut s'en prendre aux dieux, on peut faire l'objet de toutes les dérisions, toutes les vertus peuvent être brocardées, persiflées, mais il y a un corps certain, un corps inamovible, dont je vous donne vraiment au rythme de cavalcade les composantes, sur lesquelles personne n'évoque encore ou ne peut encore évoquer une voix dissidente.
Tout le monde est démocrate, par élection, par défaut. Tout le monde est égalitaire, considérant que l'égalité est une vertu. Tout le monde croit à la justesse de la nature. Tout le monde pense, depuis le congrès de Tours, que les femmes ont une âme. Et gare à ceux qui rappelleraient que c'est une délibération qui a été emportée à une voix de majorité. Un homosexuel, sans doute. Tout le monde pense qu'il n'y a pas de race. Et qu'en tout cas, il n'y a pas lieu de les hiérarchiser. Tout le monde pense qu'il y a les seules passions véritables. La seule passion digne, c'est la compassion. Hier, nous aimions les héros. Aujourd'hui, nous n'adorons que les vaincus. Hier, nous portions au pinacle, au panthéon. Aujourd'hui, de vastes infirmeries requièrent toute notre énergie. Nous aimons les damnés de la terre. Et malheur à celui qui a encore la nostalgie d'Achille courant sous les murs de Troie. Ce que je voulais vous dire, mes amis, avant d'aborder le procès, ça c'est de l'exorde, c'est pour me mettre en voie. Et puis aussi pour prendre la mesure de votre ductilité. Ce que je voulais vous dire, c'est ceci. Hier, le tabou était religieux ou moral. Aujourd'hui, la bien-pensance immonde, poisseuse, collective, tient lieu de la morale d'hier. Elle a un autre nom. Et c'est aussi une censure. Malheureusement, plus difficilement combattable, parce qu'elle est dans chacun d'entre nous. La censure que nous avons intériorisée. Vous comprenez? Hier, quand la censure était le fait de l'État, on combattait l'État. Quand elle était le fait de l'Église, on combattait l'Église. Mais aujourd'hui, elle est le fait de nos âmes. Elle nous a gangrénés de l'intérieur. Nous avons intériorisé le tabou. Et nous avons ceci de particulier que nous n'avons que des pensées alignées et calmes. Censure. Vous êtes des censeurs. Pas vous, les autres. Ceux qui n'ont pas pu entrer. Voilà, c'est comme ça. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en 1857. Il vous souvient sans aucun doute, 1857, c'est l'apogée du Second Empire. Stendhal est mort depuis peu. Balzac est mort depuis 10 ans. Hugo est à Guernsey, où il fulmine contre Napoléon le Petit. Haussmann est en train de refaire les façades. C'est la fin de la guerre de Crimée. 1857 encore. Théophile Gautier est considéré comme un immense écrivain. Et ça joue un rôle parce que Baudelaire va lui dédicacer ses Fleurs du Mal avec une dédicace un peu servile. Bizet est à la mode, Offenbach est au Bouffe parisien, Gavarni caricature, Daumier aussi, Sainte-Beuve critique, les Goncourt écrivent depuis 5 ans leur journal et règne dans un salon la princesse Mathilde. Tous ces personnages que j'évoque ici, en vous faisant un inventaire peu cursif et léger de cette année 1857, ont leur rôle dans le procès qui va se débattre. Entre lui, j'ai oublié de vous présenter Alain Carré, un talent inouï, une voix superbe, avant même celle d'Alperin. Enfin, vous comprenez, il y a 3 très belles voix à Genève. Alperin, Carré, et puis voilà. Je reviens à l'essentiel en baissant d'un octave. Donc, 1857, tous les personnages que j'évoque ici vont jouer un rôle. Et il y a ce salon, vous le disais-je, de la princesse Mathilde. La princesse Mathilde a été la fiancée de Napoléon, elle est une cousine lointaine si ma mémoire est bonne, mais elle tient un salon dans la grande tradition, principalement du XVIIe et du XVIIIe. Il vous souviendra de la marquise du Défendre, Madame Geoffrin, Madame de Tencin. Bref, il fut un temps, notamment le XVIIIe siècle, où l'intelligence ne connaissait de célébration que par la vertu des femmes. Et Madame de Staël, que j'aime tant, commentant ce phénomène, vous donnait à toutes mesdames un conseil que je permets de citer et que jamais je n'aurais osé quant à moi formuler. Il faut qu'une femme ait suffisamment d'intelligence pour prendre la mesure de celle de l'homme, mais pas assez pour l'encombrer. Madame de Staël, la première des féministes. Aujourd'hui, je dirais ça. J'ai vos sourires amicaux, mais uniquement parce que j'ai le prétexte littéraire et historique. Alors, la princesse Mathilde tient un salon.
Dans ce salon, il y a tous ceux qui comptent. Il y a les deux Dumas, bien sûr. Il y a aussi la science, Claude Bernard, il y a aussi Pasteur, il y a Littré, il y a Flaubert, il y a Sainte-Beuve. Et il n'y a pas Baudelaire. Ça, c'est un sujet qui a certaine importance. Parce que on imagine, et j'y reviendrai sans aucun doute, que Baudelaire est ce solitaire orgueilleux, dédaignant les appartenances, préférant la solitude de son génie, à supposer que le génie soit une solitude peuplée au fait de pactiser, de se souiller avec l'autre. L'autre, c'est insupportable. L'autre, c'est enfer, que lui appelle mon semblable, mon frère, par dérision. Pas du tout. Baudelaire avait le rêve d'appartenir. Il voulait en être. Il aurait voulu être reconnu par ses contemporains. Il a même voulu être de l'Académie française. Et il ira voir Sainte-Beuve, qui ne l'aimait guère, mais l'estimait un peu, pour lui demander d'être son parrain. Et là, la réponse de Sainte-Beuve, qui claque, qui fustige, en l'invitant vivement à faire une œuvre avant que d'avoir de l'ambition. Il aurait voulu être estimé par Hugo. Et si vous connaissez un peu les derniers jours de Charles Baudelaire en Belgique, lorsque Hugo, quittant Guernsey, va parfois voir Madame Hugo à Bruxelles, il tient un cénacle. Et Baudelaire intrigue pour en être. Il a même des servilités, il dit l'estime, alors qu'il n'en éprouve aucune, pour le maître. Il est traité avec dédain. Être dédaigné par Sainte-Beuve et Hugo au XIXe siècle, vous ne mesurez pas la tragédie. Mais c'est ne pas être. On essaie, un écrivain naît ou croit naître, comme les dieux naissent de nos prières. Un écrivain pense naître de la reconnaissance du public. Ils sont rares ceux qui se contentent d'avoir du génie pour soi. Il y a quelque chose d'oblatif dans le génie. Le génie est pour les autres. Inconnu, indéterminé, de postérité ou d'ici, mais porter seul la ferveur d'une supériorité, mais quel drame. Donc Baudelaire voulait appartenir, de mille manières. Et il n'était pas des salons qui comptent. Il était d'un salon subalterne dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai évoqué, ce 1857, et que j'ai esquissé vraiment à très grands traits, la personne de Charles Baudelaire. La personne. Cette solitude forcée, cette solitude qui n'est pas vécue dans le frisson de l'unique, mais dans l'humiliation du rejeté. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, nous sommes en 1857. Baudelaire décide de publier Les Fleurs du Mal. Que vous sachiez que le recueil des Fleurs du Mal, c'est 100 poèmes, dont 49 avaient déjà été publiés. Ils avaient paru dans Le Corsaire, dans la Revue de Paris, dans la Revue des Deux Mondes. Étonnamment, parmi ces 49 qui avaient déjà paru, il y en a 3 ou moins, Lesbos, l'été, et À celle qui est trop gaie, qui vont être repris par l'acte d'accusation et qui vont faire l'objet de la condamnation d'août 1857. Et ça, c'est un des arguments que un avocat un peu plus habile, chez Destange, l'a tenté, mais aurait pu commencer, parce que Baudelaire le voulait, par développer. Voilà des poèmes qui, tant qu'ils paraissent dans des journaux, ne suscitent aucune réaction de la censure. Et quand ils paraissent en recueil, voilà que soudainement, ce qui était tolérable devient intolérable, ce qui était dissible devient indicible, et l'auteur doit être déféré et condamné. Le titre des Fleurs du Mal, ce n'est pas le titre immédiatement choisi par Baudelaire. Nous savons qu'il a d'abord voulu appeler son recueil Les Limbes, puis Les Lesbiennes, et sur conseil d'un ami, il a fait le choix de ces fleurs maladives, comme il dira, ou de ces fleurs vénéneuses, les fleurs du mal. Il va confier l'impression de son bouquin, enfin de son livre, à un éditeur un peu connu à l'époque, Poulet-Massis. Et comme Baudelaire avait le goût des calembours, de garçon de bain, il l'appelait Coco Malperché. Poulet-Massis, Coco Malperché. Donc, mais toute la correspondance, c'est la correspondance à Coco Malperché. Et c'est là où vous allez voir que ce personnage, que l'on croit pur, parce que la damnation est un type de pureté, que l'on voit Sébastien crucifié, enfin Sébastien percé, à vrai dire à des roueries, à des habiletés.
Et ça m'amuse toujours, quand je suis dans la fréquentation des grands hommes, de voir que la grandeur, le génie, est compatible avec des petitesses, des petites habiletés, que l'intelligence est compatible avec la métisse, ce que les Grecs appelaient la métisse, la ruse, qui est tout de même une forme pratique, donc dénaturée de l'intelligence. Et voilà, Baudelaire, ce poète incandescent et meurtri, a des habiletés. Je vais vous raconter 3 de ces habiletés pour mettre un peu le personnage en perspective et voir qu'à vrai dire, ce qui lui arrive, la condamnation, d'une manière ou d'une autre, il l'appelait de ses voeux ou il l'a déterminé par ses actes. À Coco Malperché, son éditeur, il lui écrit une lettre, parce que nous avons la correspondance, il lui écrit une lettre en disant ceci: faites en sorte qu'il y ait peu de matière, mais très voyante, et qu'elle constitue, je cite, un bel éreintage. Des lettres de cette nature, il y en a quelques-unes encore, mais celle-là, je m'y attarde parce qu'elle montre que l'auteur, tout à sa poésie, peut aussi vivre une démarche mercantile sur quand faut-il éditer. Il choisit d'éditer en février ou en mars 1857 parce que Flaubert vient d'être acquitté en février. Et l'acquittement de Flaubert pour Madame de Bovary, Madame Bovary dont je vous parlerai tout à l'heure, est certainement un fait majeur. Donc il choisit le moment, le kairos, le moment opportun. Il veut que son ouvrage soit une provocation. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, il le dédicace à Théophile Gautier, avec cette dédicace un peu servile, prince impeccable, magicien, est langue française, avec l'humilité déférente, ses fleurs maladives, enfin, au être stellaire. Parce que Théophile Gautier, qui réalisait, comme vous le savez à peu près, sans doute le passage entre le romantisme et le Parnasse, règne sur les lettres françaises. Avant qu'Hugo ne vienne, Hugo tonne déjà. Baudelaire, pas encore. Verlaine est loin, Rimbaud est loin. Théophile Gautier. Et si je vous mettais au défi, vous êtes très cultivé, mais qui a lu Émose et Camée? Qui a lu Fortugnot? Enfin, qui l'a lu plus d'une fois, en tout cas. Et donc voilà la deuxième habileté. La première, c'est de choisir le lendemain de l'acquittement de Flaubert, en pensant que dans la foulée, dans le mouvement, il bénéficierait d'un traitement égal, et que le scandale du procès, parce qu'un procès littéraire est un scandale, tout procès est un scandale, mais un procès littéraire, c'est le procès qui s'en prend à l'intelligence, c'est le scandale parmi les scandales. Tant qu'on s'en prend à l'honneur, à l'argent, à la vertu, c'est indifférent, mais s'en prendre à l'intelligence. Là est le scandale véritable, là est la subversion absolue. Alors Flaubert, puis sa dédicace un peu servile, puis la mise en place d'un bel éreintage. Parce que dans les Fleurs du Mal, il y a, à vrai dire, ce qu'il a publié pendant 20 ans. Ce n'est pas un mouvement récent. Et donc, au fond, quand ils mettent en place, quand ils mettent en scène, lorsqu'ils livrent à Coco Malperché ses didascalies d'écrivain, ils mettent en scène ce qu'il a porté en lui et voulu pendant plus de 20 ans d'écriture. Et naturellement, lorsque Chet d'Estanges, auquel je m'en prends, plaidera en disant « c'est un honnête homme », ça ne veut rien dire. D'abord, tout homme est honnête avant de commettre une infraction. La théorie de l'honnête homme et de l'accident, comme si une infraction ou le crime était un accident dans la vie d'un homme. Elle dit l'homme, elle dit généralement pour partie l'homme, mais pas l'homme tout entier. J'espère qu'il n'y a pas de jeunes avocats ici, mais parce qu'aujourd'hui la tendance, c'est une digression qui me fait plaisir, mais aujourd'hui la tendance est de mettre le crime en perspective. Au lieu de parler du crime, sa grandeur, sa beauté, sa nécessité intrinsèque, on le livre comme un accident de l'honnêteté. Comme si la laideur était un accident de la beauté. La laideur a sa beauté à elle et la fascination qu'elle exerce. Le crime a sa beauté en soi. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que la littérature fait encore l'objet de persécutions. Je vous disais que la bien-pensance nous tient lieu de morale. Je vous donnais l'exemple de censure passée et d'incroyable liberté d'aujourd'hui. Je disais les 50 nuances de Gray, mais on pourrait aussi penser à Christine Angot, qui vous fait la description
clinique d'un inceste. L'inceste peut être conté, raconté, il peut être vécu, il peut avoir sa poésie, à part son ignominie, qui a ses raisons plus physiologiques que enfin, mais on peut dire de belles choses sur l'inceste. D'abord, la mythologie grecque nous l'apprend. Et une de mes amies qui avait, je crois, pratiqué cela, disait l'avantage de l'inceste, c'est que ça reste en famille, donc ça ne... Bon, peu importe. Alors, on peut tout dire. Mais si je vous parlais de la beauté du crime et par une association d'idées, j'en reviens à mon idée de censure, le malheureux Millet, Richard Millet, qui est un immense écrivain français, lisez, si vous ne l'avez pas encore fait, L'amour des femmes laides. Lisez ce qu'il a écrit sur la langue. Il y a quelques mois à peine, a écrit quelques lignes, bien écrites, parce que c'est un styliste merveilleux, sur la beauté du crime d'Andreas Breivik. C'est le Norvégien. Alors, comprenez-moi bien, à aucun moment il n'exalte ce crime. Il dit ce qui est juste, qu'il y a une esthétique du crime. Il n'est pas en train de dire qu'il est insignifiant d'avoir trucidé quelques jeunes socialistes du Nord. Ce n'est pas ça qu'il dit. Et ce n'est pas ça qui serait acceptable de penser. Simplement, il pense, comme d'autres, que la Norvège n'a rien donné à la civilisation depuis longtemps. Ibsen est ennuyeux. Et comme la plupart des pays du Nord, la Norvège n'a rien donné à la civilisation, disais-je, mais deux monstres, récemment. Breivik et Eva Joly. Ma préférence va indiscutablement à Eva Joly, bien sûr. Alors, pour avoir écrit qu'il y avait une beauté, qu'il y avait une esthétique du crime, parce que c'est extraordinaire le crime de Breivik, c'est de la barbarie dictée par un souci de civilisation. C'est inouï, ça mérite des commentaires infinis, c'est un crime qui va bien au-delà de la petitesse de l'homme, rien l'homme. Que d'hommes sont en deçà de leurs crimes. Combien d'hommes ne méritent pas leurs crimes? C'est un autre sujet, sans doute, oui. Alors, je reviens. Donc, ce malheureux, pour avoir écrit cela, s'est vu complètement censuré par la presse française, mais toute tendance confondue, à supposer que la presse française ait des tendances variées. Donc, encore aujourd'hui, des choses ne peuvent pas être dites. Renaud Camus n'est pas publié. Enfin, j'en reviens à 1857, au procès, aux habiletés de... Il a une quatrième habileté. Et bientôt, je vais vous donner la parole parce que je vous devine impatient. Mais, vous voyez, je joue souvent avec Alain Carré. Et alors, il y a une sorte de pacte. Je ne sais pas pourquoi, probablement parce que je suis l'aîné, c'est moi qui distribue les rôles. Et je lui donne généralement des rôles subalternes. D'abord, c'est une manière de me venger de son talent. Et puis, c'est moi qui lui donne la parole. Quand je trouve qu'il occupe trop la scène, je la reprends et il ne peut rien dire. J'adore ce rapport de force. Alors, je vais bientôt vous donner la parole, Alain. Mais j'en étais à la quatrième habileté. Parce que ça, c'est tout à fait intéressant. Je vous ai parlé du salon de Madame Mathilde, princesse Mathilde. Quand son procès approche, Baudelaire écrit à sa mère « Il me faut une femme. Voglione una donna ». Il l'écrit en français « Il me faut une femme ». Par analogie à la princesse Mathilde dont il pense, à juste titre, qu'elle est intervenue en faveur de Flaubert, ce qui vaudra l'acquittement de Flaubert. Et il se dit dans sa conception de la stratégie judiciaire, il faut que moi aussi, j'ai une âme frémissante, féminine, si j'ose ce pléonasme, il me faut un être supérieur, là je suis dans la tautologie, il me faut à moi aussi une défenseuse, comme diraient les cuistres d'aujourd'hui. Et il va écrire à la présidente, qui s'appelle Apollonie Aglaé Sabatier, qu'on appelle la présidente. Mais ensuite, on va vous lire ça, parce que c'est inouï, cette histoire. Il écrit à la présidente, l'adjurant d'intervenir. Cette présidente qu'il avait aimée d'un amour fou, mais anonyme. Il était dans son salon, petit salon, pas celui de la princesse Mathilde, où il faisait une cour du regard embrasé, par des silences qui se voulaient pénétrants, par une gestuelle et des comportements mutiques. Il était là, sottement amoureux, avoir du génie et aimer si sottement. Pourquoi est-ce que le génie aime comme les autres? Rien de personnel, je suis inconsolable au constat que la supériorité ne vous garde de rien, notamment pas en amour. Est-ce que vous avez remarqué, monsieur, vous qui êtes certainement un homme supérieur, que probablement vous aimez comme les anonymes?
C'est toujours la même chose. Vous dites les mêmes mots. À quelques centimètres près, à quelques minutes près, c'est toujours la même chose. À quoi est-ce qu'il sert d'avoir du génie pour être dans la répétition? Eh non, Baudelaire a du génie, mais il a un regard de poisson frit, il regarde la présidente. Et il lui écrit les plus belles lettres d'amour qui soient. Vraiment. Mais anonyme. Or, quand il lui demande d'intervenir, il lui dit « c'est moi, celui qui vous aime ». À perdre haleine, qui considère comme l'horizon indépassable, le vertige, la morsure du solaire, enfin tout ça, c'est moi. Et tout d'un coup, Apollonie dit à Aglaé, sait quel est cet admirateur fervent. Et comme elle n'intervient pas, et que Baudelaire est condamné, à la fois la mauvaise conscience de ne pas être intervenu, et puis une certaine gloire s'attache à la condamnation. Et je vous annonce, pour ensuite vous le conter, ce qu'elle va faire. L'horreur! Elle va céder. Cette femme convoitée, qui soudainement dit oui. Ceux d'entre vous qui sont des intellectuels voient le drame que j'évoque ici. Pour nous, enfin pour eux, pour les intellectuels, pour ceux d'entre vous qui en sont, la femme, elle doit être un objet lointain, irréaliste. Les rives auxquelles on aborde dans la stupeur et le tremblement, dans le frémissement de l'inconnu. Elle doit être à jamais désirée. Et un jour, ne comprend rien à la délicatesse de nos âmes. Elle consent. Et la réalité est là, brutale, vulgaire, inutile, répétitive. Ah, mesdames, refusez-vous si vous voulez durer. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Je sais pas, ça n'a rien à voir. Alors, j'en reviens. 1857, le procès de Baudelaire. Je vous ai dit, c'est ruse. Et dès que ça paraît, fulguration de la presse. Je vous ai dit à quel point la censure a passé d'un camp à l'autre avec une constante que je me suis efforcé d'expliquer. Ici, étonnamment, la presse, dont on peut admettre déjà à l'époque qu'elle devait être la garante des libertés, qu'elle devait être la vigie, si la presse se met à demander des autodafés, vous comprenez bien qu'il y a une sorte de bouleversement dans la vision que l'on a de son noble rôle possible. La presse, déjà au XIXe, ne reflétait pas l'opinion publique, mais la forgeait, et avait déjà l'hypocrisie de penser qu'elle la donnait à voir ou à croire. Alors que nous savons aujourd'hui, je m'assure qu'il n'y a pas de jour, peu importe s'ils sont là, nous savons aujourd'hui que la presse n'exprime jamais que la sensibilité particulière de quelques journaleux ou folliculaires, et qu'à vrai dire, c'est une imposture que de penser qu'elle reflète l'opinion. C'est si vrai que la presse est de gauche, et que nous ne le sommes pas tous. Alors, la presse au 19e, à peine publiée, voilà que le Figaro, qui était le Figaro d'aujourd'hui, et le journal La Libre Belgique, Libre Belgique, non, le journal de Bruxelles. Journal de Bruxelles. Se déchaîne. Et maintenant, vous allez entendre la plus belle voix du canton, et d'ailleurs, hein, je ne veux pas vous cantonner, et d'ailleurs, vous lire quelques extraits de journaux. Ensuite, je vous en ferai le commentaire. 5 juillet 1857, Le Figaro, Gustave Bourdin. J'ai lu le volume. Je n'ai pas de jugement à prononcer, pas d'arrêt à rendre. Voici mon opinion. Il y a des moments où l'on doute de l'état moral de M. Baudelaire. Il y en a où on ne doute plus. L'odieux y coudoie l'ignoble. Le repoussant s'y rallie à l'infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de sein dans si peu de pages. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur, encore si c'était pour les guérir, mais elles sont incurables.
Et au milieu de tout cela, 4 pièces. Le reniement de Saint-Pierre, puis Lesbos, et 2 qui ont pour titre Les femmes damnées. 4 chefs-d'œuvre de passion, d'art et de poésie. Mais, on peut le dire, il faut, on le doit. Si l'on comprend qu'à 20 ans, l'imagination d'un poète puisse se laisser entraîner à traiter de semblables sujets, rien ne peut justifier un homme de plus de 30 d'avoir donné la publicité du livre à de semblables monstruosités.